Sortez de chez vous, sortez à deux, entre potes, avec les enfants ou en solo. Sortez les mouchoirs, sortez le grand jeu. Sortez de votre zone de confort. Billets Réduc, c'est des centaines d'idées de sorties. Théâtre, humour, comédie club ou spectacles musicaux et toujours au meilleur prix. Sortez vos billets, sortez vos Réduc. Sortez maintenant avec Billets Réduc. Rendez-vous sur billetsreduc.com. Bonjour, vous écoutez Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Pascal Jobert. Bonjour Pascal, comment vas-tu ? Salut Flora, salut tout le monde, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et avant de parler de ton parcours et de tes sketchs, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt ? Toujours prêt. Pourrais-tu nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Qui ne me correspondent pas. Oh putain, la question piège. 2 traits qui ne me correspondent pas. Eh bien écoute, la générosité et la gentillesse. Mais c'est 2 caractéristiques qui se ressemblent, donc tu dois en donner finalement une 3e, s'il te plaît. Allez, et l'empathie. Ok, super, t'as sorti ça de manière naturelle, sans même réfléchir. Je suis limite déçue, parce qu'en général, les invités, ils galèrent avec ces questions. 2e question, si tu devais échanger ton cerveau avec un autre humoriste pendant 24 heures, ça serait qui et pourquoi ? Un humoriste, je pense qu'aucun, parce que ça cogite trop. Mais allez, un cerveau avec un humoriste, Bill Burr. Non, Dave Chappelle. Et le compliment ? Je dois dire un compliment ? Ouais. Sur l'humoriste ? Parce que c'est le meilleur. Ça marche, allez. Je vais accepter cette réponse, parce que pour l'anecdote, on l'a fait après sa représentation. Et il est tard, donc je vais accepter. Et je suis vraiment avec le portable, avec la lumière, pour pouvoir voir les questions et les lire. Et si tu devais définir ton humour en un mot, ce serait lequel ? Un seul et unique mot. Tic, tac. J'adore mettre la pression, je suis désolée. Tu as 5 secondes pour trouver un mot. 5, 4, 3, 2, 1. Roulement de tambour, est-ce que tu as le mot ? Fin. F-I-N ou F-A-I-M ? Fin F-I-N, même si j'ai la dalle, mais là, il n'est pas question de manger, mais d'humour. Ok, ça marche, même si tu as mangé une part de pizza avant de cette interview, mais une part, ça suffit pas. Et toi, tu es plutôt question ou réponse ? Moi, je suis plutôt réponse. Hein. Non, ouais, réponse. Je te pose évidemment cette question du fait que ton spectacle que tu joues actuellement à la Divine Comédie s'intitule L'amour en question. Donc c'est un spectacle que tu joues un jeudi sur 2 jusqu'à fin juin, c'est bien ça ? Exactement. À 21h, un jeudi sur 2 à la Divine Comédie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le nom de ton spectacle, s'il te plaît ? Alors c'est l'amour en question. Le principe, c'est qu'on se pose tous des questions sur l'amour, sur les relations. Et moi, je vais chercher les réponses à ces questions. Donc, j'ai plein de réponses à ces questions, mais je vais aussi titiller un peu tout le monde pour aller chercher les réponses que chacun a à propos des questions que chacun se pose. Et chacune, évidemment, c'est pas genré chez moi. Et en plus, tu as un format un petit peu atypique avec tes cartes. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer, s'il te plaît ? Ouais, moi, j'aime les jeux, j'aime les cartes. Donc, les questions, elles sont sur des cartes. Je donne ça aux gens à l'entrée. Donc, s'il y en a qui ont des questions, ils les écrivent et puis on va chercher les réponses ensemble. Donc, ouais, moi, j'aime bien la matière. J'aime bien avoir un truc en main. Je suis pas assez bon comédien pour pouvoir me dire j'ai rien en main et voilà quoi. Ça m'occupe. Ok, ça marche. Et c'est ton 3e spectacle, il me semble ? Ouais, c'est ça. Alors Has Been, c'était mon premier spectacle où je revenais sur mon parcours et après j'ai fait un spectacle qui s'appelait Réponse de mec, réponse de meuf, qui était adapté des podcasts du même nom que j'ai créé. Et là, l'amour en question, c'est encore une évolution de ce spectacle-là. En fait, on a tellement changé de choses par rapport au spectacle d'avant qu'on a décidé de lui donner un nouveau titre et une nouvelle DA. Ah, donc c'est ton 3e spectacle où tu te poses des questions et tu trouves également des réponses. C'est le 2e où je fais ça. Dans Has Been, c'était pas du tout interactif. Là, c'est le 2e où je fais ça. Ok, mais est-ce que dans Has Been, ça traitait à peu près les mêmes sujets ou pas spécialement ? Absolument pas. Has Been, ça n'avait rien à voir. Ok, très bien. Et par rapport à ton podcast, j'arrive même plus à dire le mot, ton podcast, est-ce que tu voudrais revenir un petit peu dessus pour le présenter ?
Je te prends le micro, du coup, parce que je vois que tu... ouais, alors le podcast principal que j'ai créé, c'est Les Gentilshommes. Donc Les Gentilshommes, c'est un podcast que j'ai créé avec deux camarades, Connie et Dan. Connie, qui est le co-auteur du spectacle L'amour en question. Donc en gros, le principe, c'est qu'on est 3 mecs, on se pose des questions sur les relations amoureuses, et plutôt que de se poser des questions entre nous, on invite une femme à chaque épisode et on lui pose les questions à elle. Et ça nous permet d'apprendre des choses et de dresser le portrait de cette femme. Donc on a fait pas loin de 280 épisodes des Gentilshommes. Suite à ça, on a créé les podcasts Réponses de mecs, Réponses de meufs, qui sont un peu pareils, sauf que c'était plus forcément nous au micro. C'était des épisodes un peu plus courts, un peu plus marrants. Et de là, on a décliné en spectacle qui fonctionne à partir de cartes et qui s'appelle L'amour en question. Donc les podcasts, si tu veux, ça m'a permis de m'ouvrir sur ces sujets, de comprendre beaucoup de choses, parce que quand tu t'assois à table avec 280 femmes et que tu les écoutes, eh ben, tu apprends énormément de choses, tu comprends énormément de choses, et c'était un peu cette thématique que j'ai eu envie de prolonger sur le spectacle, en mode, moi j'ai appris des choses, venez je vous montre, et on voit vous, qu'est-ce que vous avez appris, où est-ce qu'on en est, et on fait un état des lieux, et on balance un peu des conneries aussi, parce que l'idée c'est de se marrer. Hein. Donc c'est des podcasts de 30 minutes où à chaque fois des personnes nouvelles arrivent, ou est-ce qu'il y a des personnes en commun, genre des chroniqueurs ou... Ouais, alors les podcasts font 30 minutes, Les Gentilshommes, et c'est toujours la même équipe qui l'anime, donc c'est Dan, Connie et moi. Donc nous on est tout le temps là, et les femmes changent à chaque épisode. En fait, nous 3, on n'est pas des chroniqueurs, mais on est, en vrai, on est des potes. De base, on est vraiment des vrais amis, on se posait des questions. Et je te dis, c'est parti de là, on s'est dit, on se pose des questions entre nous, viens, on prend un micro, on le met, on vient tous des médias, donc on connaît comment fonctionne l'audiovisuel. On s'est dit, on fait un podcast, on fait ce format, 30 minutes, c'est un format qui va être bien. Et on est rentré dans le truc, donc il n'y a pas vraiment de chronique, il n'y a pas de rubrique, chaque épisode, c'est une expérience, c'est une aventure, parce que chaque épisode, c'est un portrait. Et on ne peut pas faire de généralité. C'est un truc qui est très important, qu'on a compris avec le podcast, c'est qu'on ne pouvait pas faire de généralité sur les gens, on ne peut pas faire de généralité sur les femmes. Donc chaque épisode parle de cette femme-là qui est venue nous parler, mais c'est en aucun cas des généralités. Mais il n'y a pas de chronique, il n'y a pas de rubrique, il n'y a pas de truc récurrent, quoi. Ok, mais du coup, est-ce que le spectacle est né à partir des questions qui se sont posées lors du podcast ? Oui, totalement. Le spectacle, il est né des questions qu'on s'est posées. Alors après, quand on a fait les podcasts Réponses de mecs et Réponses de meufs, là, il y a eu aussi beaucoup de questions parce que c'était très participatif. Donc les gens venaient avec des questions. Et à partir de là, en fait, le spectacle est né du fait qu'on s'est dit que tout le monde avait ces questions. Donc on va essayer d'y apporter des réponses. Donc il y a des questions qui viennent du podcast, il y a des questions qui viennent des autres podcasts qu'on a fait, et il y a des questions qui viennent de ce qu'on a appris et où on s'est dit, tiens, si on met cette question-là à ce moment-là, on va pouvoir dire cette chose-là. Parce qu'on dit des trucs quand même. On se marre, hein, mais je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on dit quand même des choses. Il y a des messages qui passent et on a décidé de les faire passer par des questions. Donc tu les fais passer par des questions et avec de l'humour pour que ça passe mieux. Donc ça, c'est un sacré défi qui a été relevé, donc bravo pour ça. Et donc tu prends donc les questions aussi des spectateurs, mais t'en prends à peu près combien par soir ? Est-ce que tu sais, ou c'est complètement au hasard, en plus d'Étienne ? C'est complètement au hasard, c'est la partie un peu cuisine où en fait c'est très écrit, donc je sais exactement ce que je fais. Mais c'est vraiment au hasard. En fait, c'est la partie qui est freestyle dont j'ai besoin. Parce que moi, je me fais chier. Si tu me fais faire tous les soirs la même chose, je me fais chier au bout de la 2e fois. Donc, c'est pas possible. Donc, on a ces moments où les questions du public, ça me permet de partir en freestyle, de découvrir des trucs et tout ça. Mais je saurais pas te dire exactement quelle part il y a de questions du public. Mais après, le public n'est pas du tout obligé d'amener des questions. Hein. C'est vraiment, moi, j'ai une base sur laquelle je suis et les questions du public, c'est du bonus, quoi. Merci. Parce que c'est vrai qu'il est important de rappeler en fait aux spectateurs ou aux auditeurs que Pascal a une trame et qu'il a un très bon fil conducteur et que vraiment, comme disait, les parties avec le public, c'était du bonus. Donc il y a certaines questions, je crois, qui reviennent de temps en temps pour pouvoir les amener ensuite et faire plus un spectacle avec la régie, un vrai travail, où quand tu donnes des top sons, évidemment, ça te fait basculer sur certains aspects pour pouvoir traiter donc des sujets différents. Et j'ai trouvé ça vraiment bien pensé. Et pourquoi donc tu aurais choisi comme moyen d'expression le stand-up, par exemple, plutôt que d'en faire une pièce de théâtre plus classique ?
Écoute, moi j'ai découvert le stand-up assez tard. Moi je viens de la télévision, de l'audiovisuel, donc c'est très facile, hein, la télé, on refait les prises autant de fois que nécessaire. Le stand-up, t'es sur scène, tu fais face aux gens. J'ai découvert ça très tard et j'ai adoré. J'adore ce rapport à la scène. En fait, j'aime le danger que ça représente. Vraiment. Et je peux te dire que quand j'ai commencé le stand-up, en fait, moi, pour te faire un petit résumé, je voulais faire du stand-up depuis un petit moment avant de m'y mettre. Et j'ai un pote qui a cartonné et que j'ai vu monter sur scène et je l'ai vu cartonner. Et je le voyais à la sortie de scène, il était pas content et tout. Je me disais, putain, c'est dur parce que quand même, sa salle, elle était pleine, les gens, ils étaient morts de rire. Et lui, quand il sort de scène, il se dit qu'il aurait pu faire mieux. Je me dis, putain, mais t'es jamais satisfait dans ce métier, je vais pas le faire. Parce que moi, j'aime bien être satisfait quand je fais un truc. Et j'avais écrit des textes. Et mes textes, je les ai bossés avec des potes. Et en fait, mes textes, ils étaient écrits avec des rires. C'est-à-dire, tu vois, j'avais une phrase, un rire, et je me disais, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et quand j'ai été les jouer au field, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que ça marchait. Et ça me convient pas, cette manière de faire. Donc, quand j'ai commencé le stand-up, j'y suis allé sans texte. Je me suis dit, si j'ai besoin d'un texte, de le connaître, machin, ça va pas le faire, ça va m'angoisser, est-ce que j'ai machin. Je me dis, si j'y vais et j'ai rien, je m'en bats les couilles. Et j'y vais et j'ai rien. Et j'ai commencé comme ça. Et tout mon premier spectacle, Has-Been, je l'ai écrit comme ça. J'ai fait que des plateaux, que des premières parties, que des trucs comme ça. J'avais rien. J'y allais. J'ai fait la première partie d'un pote au Bataclan. J'avais rien. J'avais un A4 avec 4 mots. Et j'ai fait 10 minutes. Et après, comme je filme tout, j'enregistre tout, je note tout. Je note, je fais, ah là, les gens, ils ont ri. Donc je vais creuser celle-là, je vais creuser celle-là, je vais creuser celle-là. Mais moi, j'aime ce danger. J'aime ce côté, putain, mais tu vas au feu, quoi. Et tu n'as pas ça dans le théâtre. J'ai fait une fois, j'ai eu la chance de jouer dans une pièce de théâtre. J'ai fait 3 représentations et la prod m'a dégagé parce que j'étais pas bon, parce que voilà, c'est cool, c'est un vrai métier, ça n'est pas le mien. Je suis incapable de faire. Je peux écrire du théâtre, mais le jouer sur scène, ça me va pas. Moi, j'aime briser ce 4e mur. J'aime parler avec les gens. T'as vu? J'aime ce moment où c'est imprévu. Dans Has-Been, mon spectacle, il était aussi très écrit, mais je cherchais à chaque possibilité d'interpeller quelqu'un et de pouvoir m'évader du spectacle. J'y allais pour après revenir, mais tu vois, c'est un truc dont j'ai besoin. Et c'est pour ça que j'aime le stand-up, parce que ça me permet de le faire. J'ai pas un partenaire qui va être en galère si jamais je pars dans une direction absurde. Là, la seule personne qui est en galère, c'est moi. Et comme je connais le fil conducteur, je sais où va mon spectacle, je sais où sont mes rendez-vous, je sais où le truc, je peux partir aussi loin que je veux. Je sais que quand je vais revenir au bon endroit et je vais y aller. Donc pour moi, c'est la forme qui m'apparaît comme la plus intéressante, la plus libre aussi, parce que je fais vraiment ce que je veux. T'as une liberté de fou dans le stand-up, et je dis ça en ayant à peu près touché à tout. J'ai été comédien, j'ai écrit des films, j'ai réalisé des films, j'ai réalisé des clips, j'ai fait énormément de choses, j'ai fait de la musique, j'ai fait des podcasts, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et le stand-up, ce qui est incroyable, c'est que je n'ai besoin que d'une chose, c'est moi. Dans tous les autres trucs créatifs, artistiques que j'ai fait, j'avais toujours besoin d'autres gens. Là, j'ai besoin que de moi. Je monte sur scène, je prends un micro, j'ai besoin que de moi, mon énergie, ma folie, et j'y vais. Alors après, évidemment, il faut savoir s'entourer. Ce que j'ai fait, je m'entoure voilà, pour la communication de graphistes, pour la salle, je m'entoure avec un théâtre, avec un co-auteur, avec ce genre de personnes-là. Mais au final, c'est toujours moins que quand tu fais un film. Quand tu fais un film, tu as besoin de beaucoup de monde, donc tu dois trouver l'énergie pour trouver tous ces gens-là. Et finalement, le stand-up, tu as besoin de moins d'énergie. La seule énergie dont tu as vraiment besoin, c'est celle pour remplir ta salle, donc trouver les gens pour qu'ils viennent dans ta salle. Mais pour faire un truc de stand-up, à mon niveau, à moi, c'est ce qui me demande le moins d'énergie, que je trouve le plus facile et le plus simple. Et comme j'ai cette nature de pouvoir me mettre face à n'importe qui et de dire de la merde pendant autant de temps qu'il faut, ça c'est mon super pouvoir. Je peux le faire avec n'importe qui, n'importe quand. S'il faut dire des conneries pendant 1 heure, et même s'il faut dire des conneries où tu as l'impression que je dis pas des conneries, je peux le faire. Depuis que j'ai 8 ans, je dis de la merde aux gens, donc je peux le faire sur une scène sans aucun problème. Ok, bah, du moment que tu ne dis pas de la merde, pour reprendre tes termes dans cette interview, ça me va. Et non, mais c'est très courageux d'ailleurs de se lancer dans le stand-up, en plus sans forcément de texte, comme tu disais, donc ça veut dire que tu as confiance en toi, donc ça c'est bien, et que tu sais que tu peux réussir à faire rire les gens, et donc d'aller avec assurance. Ah. Et non, je ne sais pas ça, et je pense pas que je sois super drôle, mais comme l'a très bien dit Dave Chappelle la dernière fois que je l'ai vu sur scène à l'Alhambra,
Il a dit, t'as pas besoin d'être marrant, t'as besoin d'être intéressant. Si t'es intéressant, t'es juste et t'es pertinent, ça va marcher tout seul. Et c'est un truc duquel je me suis détaché aujourd'hui, c'est que je ne vais pas chercher à faire rire. Je vais pas chercher les rires. Je vais chercher à ce que ce soit pertinent, cohérent. Alors oui, en plus tu m'as entendu parler toute la soirée, me plaindre que ça n'avait, de dire bon là ça rit à des endroits que j'entends pas, mais si tu veux, je vais pas les chercher quand je suis sur scène. Moi je déroule mon truc, j'ai confiance en moi, je sais ce que je fais. Tu rigoles, tant mieux. Tu rigoles pas, je continue. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais pas cabotiner à aller le chercher. Donc si tu veux, je cherche pas forcément ça. Et c'est paradoxal parce que c'est ce que je suis censé faire, mais je pense qu'en allant pas chercher le rire, il vient tout seul et il apparaît pas comme forcé. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais je me mets là et je te dis, je vais te faire rire et je vais aller te forcer à te faire rire, tu vas déjà avoir cette barrière naturelle, ça va être plus compliqué. Alors juste, je te dis rien, viens, vas-y, rentre dans mon délire, tu vas voir, je vais sortir deux conneries, puis à un moment donné, il y en a une à laquelle tu vas adhérer, ça va être ton premier rire, et à partir de là, tu vas rire une fois de temps en temps, et puis de plus en plus jusqu'à la fin du spectacle. Mais moi, je vais pas aller le chercher, je vais juste être moi, je vais être ma nature, je vais te dire ce que je sais faire, mais je vais pas aller me forcer à essayer de te faire rire. Mais j'ai confiance en moi pour ça, il faut avoir une grande confiance en soi, et j'ai confiance en moi. En fait, j'ai pas plus que ça confiance en moi dans la vie, mais dès que je suis sur scène, j'ai confiance en moi. Ok, donc à partir du moment où tu as le micro entre les mains, tu te sens bien, tu es à ta place. Et en tout cas, c'est un discours que tu tiens qui peut être à l'opposé de certains stand-uppers qui vont chercher au contraire à aller vraiment vers la vanne, quitte à avoir un spectacle un peu moins authentique. Mais c'est bien d'avoir des points de vue différents, c'est pas du tout un reproche. Non, je le prends pas comme un reproche. Après, en général, les stand-uppers qui vont chercher la vanne et tout, ils ont des salles pleines et des grandes salles. Donc peut-être que je devrais faire ça. mais tous les gens avec qui je m'entoure me confortent dans cette idée que le plus important, c'est le fond. Et après, moi, du peu que je vois du stand-up, je pense que c'est aussi ce qui permet vraiment de se démarquer. C'est-à-dire que si tu fais un spectacle avec un mec qui fait que enchaîner des vannes, puis un autre mec qui fait que enchaîner des vannes, puis un autre mec qui fait que enchaîner des vannes, comment tu les différencies? C'est le fond qui va faire la différence. Et moi, je sais que j'ai du fond. Je sais que j'ai une tête pleine de choses et je sais que je peux puiser dans ce fond pour te faire marrer, mais aussi pour t'apprendre des choses. Et le fond est pour moi plus important que la vanne. Après, il faut, et c'est le travail que je fais avec Connie, il faut trouver comment on fait pour mettre du fond. Et où est-ce qu'on met la vanne? Tu vois, typiquement, il y a un moment dans le spectacle que tu as vu qui marche, qui fait rire à chaque fois. On l'a construit comme ça. On s'est dit, bon, là, on fait ça, là, on dit ça, là. Puis au moment où tu vas lire cette question, ça va rire. Et ça fonctionne. Et ça, effectivement, on a été le rechercher. Mais quand moi, je l'ai posé, quand j'ai dit, je veux qu'on fasse ça, c'était le fond qui m'a attiré d'abord. C'était, voilà, ce que je veux dire, c'est ça. Je veux que les gens, à ce moment-là, ils aient une certaine penser que les gens ont compris que je parlais d'un certain truc mais de manière détournée, et après on s'est dit si on le fait de cette manière-là on va avoir un rire, et effectivement on a eu un rire comme à chaque fois. Donc c'est ça, c'est le taf en fait, c'est trouver la vanne et le fond. Ok, oui, parce que c'est vrai qu'il y a certains mécanismes justement donc tu sais que tu vas avoir certains rires à des moments précis, mais oui, toi ton spectacle vraiment ressort de là en apprenant des choses, en ayant donc des réponses aux questions. Et vu que tu es beaucoup dans la provocation avec le public pour avoir des réponses et pour susciter un petit peu le débat, est-ce que des fois ça t'est arrivé, est-ce que tu souhaiterais revenir sur certaines réactions que tu as pu avoir avec un public qui n'était pas forcément en accord avec toi? Ce soir, ils n'étaient pas très en accord avec moi. Après, je l'ai joué. Tu sais, avant chaque représentation, Connie il est là et on se dit, voilà, cet endroit, je vais essayer de le jouer un peu plus comme ça, cet endroit un peu plus comme ça. Et là, je l'ai joué d'une manière qui était un peu trop offensive. Donc, les gens étaient vraiment pas d'accord avec moi. D'habitude, je suis un peu plus arrondi là-dessus. Moi, je trouve que ça se passe bien. Dès le moment où il y a une interaction, moi, ça me va. Après, c'est vrai que c'est bien quand tu as les interactions qui sont un peu plus que tu peux pousser. Et tu vois, ce soir, les gens, ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais je suis hyper content parce qu'ils ont vachement réagi. Et il y a eu vachement d'interactions. Et si tu veux, il y a aussi un côté où parfois j'incarne le personnage de merde pour qu'on s'en rende compte. Et donc quand, tu vois, il y a une meuf qui a dit « Ouais, là, ce que tu fais, c'est pas joli. » J'espère que les autres gens qui font comme moi et qui étaient de mon côté, qui étaient en train de se dire « Bah ouais, Pascal, t'as raison, je fais exactement comme toi », à ce moment-là, ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient, c'était pas joli. Parce que c'est à moi qu'on l'a dit, mais en vrai, ça s'adressait à tous les gens qui font pareil. Et moi, j'accepte de porter ce rôle-là, de me dire « Bon,
voilà, je me suis sacrifié. Bon, ce soir c'était un peu difficile parce que je pense que j'ai pas réussi à réinverser la tendance, et donc les gens sont partis en se disant putain c'est vraiment une ordure, ce que je ne suis pas, enfin pas sur scène en tout cas, mais mais voilà, mais en tout cas les interactions elles ont jamais dérapé, elles ont toujours été bien. Après il y a des trucs un peu durs, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent de décès, il y a des gens qui parlent de trucs, mais une fois que tu sais, une fois que tu leur montres que tu es bienveillant, ce qui est mon cas, parce que j'estime, hein, en tout cas dès le début, je montre que je suis bienveillant et que je vais pas les juger, et que je vais rester dans la vanne cool, tu vois, je vais pas t'humilier devant la salle. Bah du coup ça se passe plutôt bien. Enfin je sais pas ce que tu en as pensé. Moi j'ai trouvé que les interactions avec les gens étaient plutôt bonnes ce soir. Moi, j'ai trouvé que les interactions avec les autres personnes étaient spontanées, qu'il y avait beaucoup de choses à dire. C'est juste qu'après, s'il y a deux personnes qui ont mal pris certains aspects, bah, j'ai envie de dire tant pis pour elles, mais j'en suis sûre quand même qu'elles sont ressorties de là en ayant des réponses sur d'autres choses. Et puis, donc je pense que ceux qui étaient en accord avec toi n'ont pas forcément trouvé quelque chose à dire. Et peut-être qu'ils t'enverront des critiques positives, j'en suis sûre, par la suite. Mais en tout cas, c'est un spectacle qui est bien construit, il y a des arguments derrière. C'est pas juste dire des choses avec lesquelles on n'est pas en accord. Enfin, c'est plus profond que ça. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis effectivement, il y a toujours, là j'ai de la chance, je joue dans une petite salle, donc il y a toujours la proximité à la fin qui permet de parler, de débriefer, de dire ah bah attends, t'étais pas d'accord, et de comprendre, tu vois, aujourd'hui pourquoi il y a un truc qui passe, pourquoi il y a un truc qui passe pas, et ça nous permet à chaque représentation d'affiner le truc, quoi. Mais oui, après, il s'agit avant tout aussi d'un spectacle, il faut pas tout prendre premier degré, donc ça c'est un peu de la faute à certains spectateurs. Mais sinon, d'ailleurs, ton spectacle, est-ce que tu l'as rodé dans des comedy clubs, vu que tu essayais d'en parler un petit peu, je crois, tout à l'heure Non, là je vais essayer de me remettre un peu sur la liste des comedy clubs, essayer d'en refaire. Je l'ai pas du tout rodé. Non, parce que alors comme je faisais réponse de mec, réponse de meuf avant et qui avait la même base, je savais que je pouvais le faire. Mais non, en vrai, j'ai pas besoin. Et tu vois, je trouve que comme je raconte une histoire, je voyais pas quel passage je pouvais faire. Tu vois, j'ai du mal à me dire qu'est-ce que je vais aller faire en comedy club, parce que mon spectacle, il a du sens que en tant que spectacle. Tu vois, ça me paraissait compliqué. Mais depuis, j'ai trouvé, on a écrit le truc que je vais aller tester en comedy club. Donc là, je vais aller le faire. Mais non, je l'ai pas rodé. On est parti au feu comme ça. Je me suis dit, il y a des moments où je suis à peu près sûr de moi, qui fonctionnent. Et après, il y a la fin. Donc la fin qui était qui est la partie qui nous a pris le plus de temps à l'écriture. On a vraiment passé énormément de temps à l'écriture, qui n'a jamais été rodé, jamais été testé. Donc tu étais là à la première, on l'a fait à la première, où je crois que j'ai eu un trou de mémoire, mais ça s'est bien passé. Mais tu vois, ce soir, je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Et la fin, pour moi, c'est un truc qu'on a écrit vraiment avec le cœur, avec nos tripes. On s'est dit, on s'est vraiment penché sur, voilà, moi je voulais Beethoven, je voulais qu'il y ait un truc, je voulais ce passage-là, de cette manière-là, et que les gens aient une certaine émotion en partant. Et on a écrit, on est parti d'une feuille blanche, on a vraiment tout écrit, et après, la manière de le faire, tu vois, avant de jouer aujourd'hui, on l'a encore répété et tout, pour que ça touche, pour que ça marche. Et je l'ai jamais rodé, je l'ai jamais faite. Et quand je la fais là et que je vois qu'elle fonctionne, qu'à la fin, il y a vraiment des applaudissements, que les gens ils sont touchés, qu'il y a tout qui marche, je me dis putain, mais quel kiff, quoi. Mais sinon, j'ai pas de rodage. C'est bien, tu poses des questions de 2 secondes et moi je réponds à 20 minutes sur chaque question, quoi. Non, mais ça permet un temps d'échange. Je préfère avoir trop de questions que pas assez. Et non, mais c'est... Après, tu vois, le format d'un spectacle, c'est vrai que c'est pas toujours adaptable pour des comédie clubs. Là, ta fin, elle est complètement travaillée, c'est fait pour un spectacle. Et elle est vraiment touchante, c'est pour ça que tu as eu des applaudissements et peut-être pas autant de rire que tu l'aurais voulu, parce qu'on est tous très attentifs. Et des fois, quand on est dans l'émotion, justement, on ne pense pas à rire, quand on est justement particulièrement touché. Et mais vu que donc on parlait un peu des différents formats, est-ce que tu participes aussi à des festivals en province ou à Paris avec ta représentation actuelle? Non, pas encore. Là, c'est vraiment une création. Je cherche un peu à le développer. Donc justement, là, il faut que je me mette en quête de chargé de diffusion, de festival, de tout ça. Mais c'est, en fait, je suis au pied de la montagne. Je suis au pied de la montagne avec un chouette véhicule. Donc, tu vois, c'est un beau 4x4. Je pense que je peux aller au sommet de la montagne. Mais là, je suis au pied et j'ai pas encore fait tout ça, mais je vais me pencher dessus. Ouais, parce que tu as plus de 10 ans de stand-up derrière toi.
Donc, tu as dû quand même acquérir une certaine notoriété. Je suis sûre que tu vas pas du tout avoir de difficultés à participer à des festivals et à remporter des prix. Mais je suppose que maintenant, avec la scène et tout, ça va t'arriver à en vivre en tant que comédien? Alors actuellement non, parce que je me produis, donc c'est un peu compliqué. Après sur la vie d'intermittent, voilà, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où j'arrive à en vivre, des moments où j'arrive pas à en vivre. Là, c'est une création, je suis au début, donc je donne beaucoup de ma personne et c'est pas encore ça qui me remplit le frigo, mais ça va y venir. Ça va y venir puisque je réussis toujours mon coup, donc voilà. Mais oui, on croit en toi. Et si tu n'avais pas été artiste, quel métier aurais-tu aimé exercer? Putain, toutes mes passions, elles sont liées à l'art. Donc, tu vois, si je te dis musicien, bah non, c'est artiste. C'est artiste, dessinateur, non, c'est artiste. Quelque chose de non artistique qui me plaît, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Parce que même les techniciens, c'est des artistes. Donc, vraiment, il faut que je sorte de cette sphère. J'adore l'immobilier, mais je crois pas que j'aurais aimé être agent immobilier. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire d'autre? Bah, il y a une compétence que je n'ai pas, et peut-être que j'aurais aimé faire ça, et c'est jardiner, tu sais, être capable de faire sortir de la terre des aliments que tu peux manger. Je trouve ça assez ouf. Et peut-être agriculteur, c'est un truc qui est complètement à l'opposé du métier artistique. Bon, après, c'est un métier qui est vraiment absolument pas respecté, absolument pas valorisé, alors que c'est un métier qui est purement essentiel. Mais peut-être agriculteur, ouais, ça aurait été une belle aventure, parce que en même temps, ça revient à l'artiste, c'est-à-dire tu crées quelque chose. Tu vois, tu crées de la nourriture. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont capables de créer de la nourriture, d'être capables de faire cette discipline, de se dire bon, bah là, on est en mars, il faut que je fasse mes plants de tomates pour avoir des tomates en juillet. Moi, je suis en février, je ne sais pas ce que sera ma vie en mars, quoi. Tu vois. C'est vrai que tu parles beaucoup de création, c'est un terme qui revient assez souvent. Écoute, je ne fais que ça de ma vie. Je ne fais que créer. Tout le temps. Je crée. Je suis à un stade de ma vie où j'ai un fichier Excel où je note toutes mes idées, parce que j'ai des idées tout le temps. Tout le temps. J'ai des idées de tout, de films, de jeux, de tout, de pièces de théâtre. J'ai vraiment beaucoup d'idées. Là, aujourd'hui, à la séance de travail avec Connie, je suis arrivé, j'avais 2 idées. Je lui ai imprimé les trucs, je lui ai montré, je lui ai expliqué, je lui ai dit tiens, j'ai pensé à ça. Et c'est des idées que j'ai eues la semaine dernière. J'ai vraiment tout le temps des idées. Je passe mon temps à créer. Je ne sais faire que ça. Tu vois, j'ai de mon podcast, Réponse de mec, réponse de meuf. Je le sors en direct, hein, si vous entendez des bruits. J'ai créé un jeu de cartes, tu vois, tellement ça me passionne. Tu vois, j'ai créé un jeu de cartes. Voilà. Je ne fais que ça, créer. Dès que j'ai une idée, je la mets en place. Et en plus, on vit dans un monde où la technologie, que pourtant je déteste, mais elle nous permet d'assouvir nos besoins de création. Quand j'ai envie de faire une chanson, ça m'arrive plus, mais à une époque, quand j'avais envie de faire une chanson, de la musique, je le faisais. Et je savais pas me servir du logiciel, et j'apprends à le faire, j'apprends à me servir du truc. Là, en ce moment, j'ai envie d'apprendre à jouer une chanson au piano, et je l'apprends. Je suis au piano, je prends pas le solfège, rien du tout, juste je me mets au piano, j'écoute la chanson, je cherche les notes, je trouve, et après, faut mémoriser, donc ça demande une discipline que je n'ai pas encore. Mais en fait, ouais, je crée tout le temps. Donc c'est la seule chose que je sais faire. J'ai tout le temps plein d'idées sur tout, n'importe quoi. Je les stocke. Il y en a certaines à qui je donne vie. Il y en a certaines qui sont que stockées, qui prendront vie peut-être plus tard. Mais ouais, j'ai l'impression d'être un créateur et d'être capable que de faire ça. C'est génial d'être un créateur. Comme tu dis, tu peux faire énormément de choses. C'est illimité. Totalement. Mais je pense qu'en création, il n'y a aucune limite à avoir. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur pour l'avenir d'un point de vue artistique? Des salles pleines. C'est la seule chose que je me souhaite, c'est d'avoir des salles pleines, de plus en plus pleines et potentiellement de plus en plus grandes. Parce que, tu l'as vu, c'est un moment d'échange et de partage. Et moi, je pense que plus on est nombreux à échanger et à partager, plus on grandit collectivement. Et voilà, donc moi, tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est des salles pleines. C'est le seul truc c'est le truc dont j'ai le plus envie. Des salles pleines, il y a encore beaucoup d'idées pour que tu puisses justement aller sur les planches et
et les développer. Mais ça, je n'en manque pas. J'en manque pas d'idées. Donc, si tu veux, j'ai vraiment aucun souci d'idées. Si je veux aller sur les plans, je trouverai toujours le truc et enfin vraiment à ce niveau-là, je me fais aucun souci. Je me dis pas putain, il faut que je fasse un spectacle, qu'est-ce que je fais? Mais plutôt putain, il faut que je fasse un spectacle, laquelle des 50 bonnes idées que j'ai, je prends. Tu vois, laquelle des 49 je vais sacrifier parce que je vais en prendre qu'une. Ou alors, comment je fais pour que dans le spectacle, il y ait toutes les bonnes idées que j'ai? Bah, tu vois, regarde L'amour en question, c'est plein de petites idées, c'est plein de bonnes idées qui s'enchaînent et qu'on a réussi à relier. Et quand on l'a écrit, on avait le Excel en se disant, bon, putain, là, il faut ça, là, il faut ça, là, il faut ça. On avait nos thématiques et on se disait, quelle idée on met? Cette scène-là, on veut la dire, alors on fait ça. Là, on va mettre ça. Là, on va mettre ça. Là, on va mettre... Donc, on a fait comme ça et moi je fonctionne que comme ça. J'ai tout le temps plein d'idées et j'appelle tout le temps Connie en lui disant alors tiens, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Et lui c'est vraiment un très bon camarade. C'est pour ça que je continue avec lui. On a développé plein de choses en plus de 15 ans qu'on se connaît, mais parce qu'il me connaît et il sait très bien. Il me dit oui, non, quoi. Il sait tout de suite quand c'est une bonne idée ou quand c'est une idée de merde. Parce que quand t'as beaucoup d'idées, t'as pas que des bonnes idées. Donc c'est un petit peu lui qui fait le tri aussi. Il fait, comme il dit, à chaque fois, c'est l'avocat du diable, c'est-à-dire que je lui expose l'idée, on la développe, il me la défonce, et si elle survit au fait qu'il l'a défoncée, eh ben, on voit comment on l'intègre. Et tu vois, les idées, bah, typiquement, la fin, Beethoven, quand je lui ai dit, voilà, je veux ça, machin, il me dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on veut, comment on fait, on essaye. Et on a réussi à la faire tenir, on a vu que c'était une bonne idée, donc elle est dans le spectacle. Oui, heureusement que ça a été gardé, parce que c'est une fin qui est impactante. Et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part au niveau de ton actualité pour ne pas rater le spectacle ou même toutes tes créations? Parce qu'en soi, avec toutes les idées que tu as, tu pourrais faire des spectacles tous les soirs. Absolument. Ouais, pour l'instant, le réseau que j'utilise le plus, ça va être Instagram, parce qu'il faut tout centraliser. Donc c'est Instagram et pour les plus vieux, c'est Facebook. Mais tout ce qui est TikTok et tout, je poste mes trucs en automatique, mais je les ai même pas installés, j'interagis pas dessus. Donc là où j'interagis le plus, ça va être Instagram. C'est ce qui me paraît le plus simple pour moi, qui est vraiment toute la technologie en horreur. C'est une douleur pour moi d'utiliser tout ça, mais je suis sur Insta. Et à la Divine Comédie, un jeudi sur 2 à 21h jusqu'à fin juin, et puis après dans d'autres salles. Donc il faut vraiment le suivre sur Instagram. Et quel est ton pseudo? Oh, j'ai fait simple, hein, c'est mon nom, Pascal Jobert, tout attaché. C'est vraiment, je me suis dit, j'aime pas avancer couvert, donc je suis sans masque. Super, merci beaucoup. L'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview, Pascal, et on vous souhaite à tous une très bonne journée et à la semaine prochaine. À bientôt.